Marie-Ange de Montesquieu. Très loin, au plus profond du secret de notre âme, un cheval caracole, le cheval, symbole de force déferlante, de la puissance du mouvement et de l'action. C'est ce qu'écrivait à la fin du 19e David Herbert Lawrence, l'auteur du très sensuel L'amant de Lady Chatterley. Quelques décennies plus tard, le cheval et l'équitation continuent de tenter, titiller, fasciner les plus jeunes, mais pas seulement. La preuve avec ces épreuves d'équitation au JO de Paris, quel succès. Et puis, il y a aussi, bien sûr, tous ces spectacles équestres, du cirque Grus au Puy du Fou, en passant par Chantilly, Bartabas, etc. Le cheval continue de susciter amour, admiration et passion en France. Alors pourquoi ? Tout simplement sommes-nous si attachés à l'art équestre. On en parle aujourd'hui avec mes 4 invités dans cette émission au Quai de Sens. J'ai la grande joie d'accueillir pour commencer Catherine Legris de la Salle. Bonjour Catherine. Bonjour. Ravie de vous recevoir à ce micro. Moi Vous avez fait toute cette route depuis le sud-ouest. Vous montez à cheval, vous êtes né à cheval, on peut le dire ou pas ? Pas tout à fait. Pas tout à fait, presque. Votre père était très très engagé dans un projet qui s'appelle les Cavalcades, qui a vécu 20 ans au Portugal. Vous allez nous expliquer, il vous a transmis cette passion d'abord des chevaux, de l'équitation, de l'art équestre, et puis de la feira. Qu'est-ce que c'est que la feira de Golega ? La feira, pas la feria, rien à voir. La feira de Golega, traditionnellement, c'est un marché aux chevaux qui existe depuis 1534, donc c'est très ancien. Ok. Et puis dans les années 70, ils ont transformé ça en festival, d'où le nom de feira. Ouais. Et c'est devenu donc quelque chose de très traditionnel au Portugal, où tous les cavaliers portugais se réunissent chaque année pendant 10 jours autour de la Saint-Martin, autour du 11 novembre, et fêtent leur patrimoine équestre, donc évidemment le lusitanien, en grand costume traditionnel portugais. Ça a beaucoup d'allure. Ouais. Et c'est une fête que papa n'a, je pense, jamais ratée. Non seulement pendant les 20 ans qu'il a passé au Portugal, mais même depuis, puisqu'il y retourne chaque année et régulièrement avec nous aussi. Ouais. Et on a toujours été très très passionnés de cette fête. À tel point que vous l'avez embarqué en France. Voilà. L'idée, c'était de créer un Golga français, puisque ça se passe dans le village de Golga, qui est à 1h30 au nord de Lisbonne. D'accord. Et voilà, donc on a effectivement... La mère et la fille. Bonjour Maud. Bonjour. Bienvenue, ravie de vous recevoir. Vous qui avez travaillé au milieu des chevaux depuis de nombreuses années, depuis quel âge ? Alors, j'ai pas travaillé depuis tant d'années que ça parmi les chevaux, mais par contre, je monte depuis mes 8 ans, donc c'est un milieu qui m'est très familier. Ouais, et vous avez travaillé chez notre ami Bartabas, que nous n'avons toujours pas eu dans cette émission, mais je ne perds pas espoir, figurez-vous. Gardez espoir. Oui, j'ai travaillé pendant quelques mois de Versailles, que nos auditeurs peut-être connaissent. En tout cas, je vous invite à aller voir ce fabuleux spectacle qui se donne à peu près chaque année du mois de février, si je ne me trompe pas, février-mars par là, jusqu'à septembre-octobre, ouais, enfin pas l'hiver, en automne, ouais. Il fait très très froid dans cette salle, mais c'est absolument sublime. Oui. Et donc, vous étiez vous-même... Alors, vous étiez cuillère ou pas ? Non, j'étais groom, c'est ça ? C'est ça, exactement. Pour les cuillères en chef, Laure Guillaume, ouais. Qui est toujours là. La grande Laure Guillaume. Et oui. Je suis fière, qui a fière allure là pour le coup. Et Bartabas qui justement travaille également lui-même avec des lusitaniens. Donc, si je me trompe pas. On en trouve beaucoup. Alors à l'académie spécialement, mais puis il en a aussi dans ses écuries à Zingaro, avec d'autres races, des Espagnols, des Argentins, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Et aujourd'hui, vous œuvrez avec votre maman. Oui, spectacle, d'un côté, donc je travaille pour le festival, à organiser l'événement, à travailler sur la communication. Et par ailleurs, après avoir quitté l'académie, je suis allée dans le sud me former à cheval chez des anciens écuyers de l'académie, les Dardennes. D'accord. Et vous dirigez vers une carrière peut-être de dresseur Plutôt dans le spectacle. D'accord, c'est vraiment une passion à part entière. Oui. Eh bien, nous sommes également en compagnie de Guillaume Henry. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors déjà cavalier, comme tout le monde ici, autour de cette table. Historien du cheval, toujours éditeur, auteur de nombreux magnifiques ouvrages, tous plus beaux les uns que les autres. On peut mentionner le petit dernier, à l'honneur, le grand Boucher. Baucher. Ça commence bien. Je pensais au peintre, évidemment. Mais ça va de soi. Il y a aussi donc, Maître Baucher, j'ai presque envie de dire ça, l'homme, la méthode. Qui a été illustré par la divine Marine Houssédy, qui a illustré cet ouvrage. Donc c'est aussi agréable pour les yeux que pour l'esprit, finalement, cet ouvrage, qui
qui est c'est une passion pour Bochet ou vous l'avez parce qu'il a déjà beaucoup l'ont exploré quand même ce monsieur. Alors, avec Marine, on avait déjà travaillé sur l'équitation de tradition française, et quand on avait travaillé sur ce texte, on avait relevé cet auteur, cet écuyer qui est un des 3 grands écuyers du 19e, puisque la querelle Bochet d'or est très célèbre, et elle a été, je dirais, en partie conclue par Lot, qui a été un 3e écuyer formidable. Et donc Bochet, qui agite toujours les passions, il nous semblait intéressant non seulement de remettre Bochet au cœur de son siècle, parce que aujourd'hui on se déchire sur la méthode, mais c'est d'abord un écuyer au cœur de son siècle, et c'est surtout un écuyer de cirque. Et ce qu'on sait moins, c'est que nous, chez les cavaliers, on dit étirer à droite, à gauche, enfin on le voit comme un technicien, mais c'est d'abord un écuyer qui a permis au cirque de devenir ce qu'il était au 19e. Et l'idée du livre, c'était de replacer Bochet au sein du cirque et de voir quelle était la place du cirque dans un siècle où il n'y a pas de télé, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de TikTok, il n'y a pas Facebook, il n'y a rien du tout. Quand on veut se distraire, on va au cirque, et quand on veut se montrer, on va aussi au cirque, d'ailleurs, et aux courses. Mais le cirque a eu une place formidable au 19e. Le saviez-vous, Alexandre Ayache, au bout du fil, le grand Alexandre Ayache. Bonjour Alexandre. Bonjour, comment allez-vous ? Écoutez, très bien, on est ravis de vous avoir. Vous qui êtes, faut-il vous présenter, grand cavalier de dressage français. Vous avez évidemment, vous étiez présent à Paris, au JO de Paris à Versailles cet été. Vous qui avez participé d'ailleurs, je crois, à plusieurs JO en plus. C'est ça, Alexandre ? 3 d'affilée, ouais. 3 d'affilée, quand même. Rio, Tokyo, Paris, et je suis dans le train pour Los Angeles, là. Je compte pas descendre avant. Waouh. La classe à Dallas. Le cirque, parce que c'est vrai que c'est l'art équestre qui est mis à l'honneur dans cette émission Quai de Sens. C'est vrai qu'on en discutait à la rédaction, et c'est vrai qu'on a l'impression que de plus en plus, d'abord, ils ont de plus en plus de succès. J'ai l'impression qu'on parle de plus en plus de spectacles équestres. La passion pour le dressage, qui paraissait un truc un peu poussiéreux, très dans les codes, les règles, etc. On a vu le succès que ça a eu vraiment cette année, en tout cas à Paris chez nous. Alexandre, il y a une histoire d'amour particulière entre d'abord la France et le cheval, et la France et le dressage des chevaux à travers l'histoire, notamment avec nos grands dresseurs. On a eu la chance on est un pays avec une très grosse culture équestre. On a eu la chance d'avoir de très grands dresseurs dans cette culture tout au long des siècles. Le dressage et la compétition, on a eu aussi de très bons cavaliers pendant de nombreuses années. On a été moins haut de l'affiche ces dernières années, mais on est en train de revenir gentiment. Maintenant, j'ai envie de vous dire, toutes les facettes que vous expliquez et que vous présentez depuis tout à l'heure sont toutes, à mes yeux en tout cas, sont toutes reliées, que ce soit le spectacle, le cirque ou la compétition de haut niveau. On cherche tous la même chose, c'est du partage avec son cheval, un maximum de légèreté, un maximum de brillant avec un maximum de légèreté, un maximum de finesse. Alors on y arrive plus ou moins en fonction du timing, en fonction des aléas qu'on maîtrise ou qu'on maîtrise pas, mais à mes yeux en tout cas, on cherche tous la même chose. Clairement. Guillaume-Henri, vous qui êtes notre historien, notre observateur, il y a quelque chose il y a une magie en France, il y a quand même une passion depuis des siècles et des siècles quand même pour les chevaux et pour le dressage des chevaux, il faut bien le dire, que ce soit pour le cirque ou pour autre chose ou pour la guerre même. Guillaume, c'est quand même une grande fierté française. Alors, il y a une passion pour le cheval, il y a une passion pour l'art, et à mon avis, le fait que Bartabas soit un Français n'est pas innocent, parce que la France a justement eu à cœur de montrer un peu cette liberté du cheval et de faire c'est quand même, alors même si c'est un Anglais qui crée le théâtre équestre à l'origine du cirque, c'est quand même en France que ça se développe surtout le plus et que cela va se répandre. Donc on a vraiment quelque chose pour ça. Et puis l'équitation de tradition française est inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité auprès de l'UNESCO depuis novembre 2011. Et une des particularités de cette équitation, c'est d'essayer de redonner la grâce et le naturel du cheval sous la selle, pour faire un petit peu court comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose de français que l'on voit arriver à la Renaissance, se conceptualiser petit à petit à la Renaissance, et ce qui n'est pas d'ailleurs une caractéristique des autres cultures. Ça ne veut pas dire que notre culture est meilleure que d'autres, mais on ne va pas chercher ça en Espagne, on ne va pas chercher ça en Angleterre, on ne va pas chercher ça en Allemagne, exactement, et ils vont chercher d'autres choses qui sont tout à fait honorables, mais culturellement totalement différentes. Mais moins légère quand même, c'est moins bien. Culturellement différent. Elles en pensent quoi, Catherine et Maud? Catherine, vous qui amenez le Portugal en France à Saint-Macaire cet été, Maud,
Oui, en fait, selon les pays et les cultures, c'est vrai qu'on a une approche de l'équitation qui est extrêmement différente, mais toujours aussi riche et instructive. Et nous, on a eu la chance de découvrir à quel point l'équitation au Portugal pouvait être complémentaire ou intéressante à découvrir, puisque c'est beaucoup plus, disons, identitaire, avec un rapport avec l'équitation de travail, la façon d'utiliser les chevaux dans la vie de tous les jours, qui est plus marquée là-bas. On peut penser à l'utilisation des chevaux en campagne pour la gestion des troupeaux, du bétail. On voit ça un petit peu en France, mais c'est quand même moins marqué. C'est un peu anecdotique, ouais. Et cependant, au Portugal comme en Espagne, c'est une équitation qui est beaucoup plus répandue et qui a été tranquillement importée en France et qui est de plus en plus mise à l'honneur et de plus en plus appréciée. Et nous, on a été ravis de pouvoir découvrir ça au fur et à mesure des années, tout en gardant aussi une approche plus classique de notre côté en France, dans les centres équestres, etc. Catherine, effectivement, vous êtes d'accord ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et j'ajoute aussi que ce qui a en tout cas présidé à la création de ce festival, c'est justement de faire aussi, de mettre à l'honneur notre propre identité, notre identité française. Du patrimoine équestre, de l'équitation, etc. Le principe des cavalcades, voilà, c'est quoi, ce n'est pas de reporter finalement la feira portugaise en France, mais de créer notre propre fête traditionnelle équestre. Alors ça se passe comment ? Donc chacun vient avec son cheval. Alors voilà, la particularité des cavalcades, c'est que nous sommes le premier festival en France à inviter les visiteurs à être à cheval s'ils le souhaitent, à certaines conditions. Voilà, ce qui existe aujourd'hui, c'est Equirando, mais ce sont des gens qui randonnent et qui se retrouvent, et c'est vraiment pour les cavaliers. Alors que là, nous accueillons bien évidemment les piétons aussi, les familles, enfin voilà. Mais les visiteurs sont invités à être à cheval s'ils le souhaitent. Voilà. D'accord. Et donc ils viennent. Voilà. Donc on a même aussi nous des gens comme par exemple des gens qui font partie du comité de tourisme équestre qui vont randonner quand même jusqu'au festival. D'accord. Et puis d'autres qui arrivent avec leur vent, qui sont accueillis et qui vont donc évoluer dans la zone du festival. Il y aura des jeux pour eux. Ils pourront bien évidemment profiter de toutes les démonstrations, prestations, compétitions qui vont avoir lieu pendant cette manifestation. Ils seront aux premières loges, mais ils font partie intégrante de l'événement. Et c'est comme manifestation de tradition, du coup, c'est des joutes, alors, des choses comme ça. Alors, pas que. L'idée, c'est vraiment de représenter ce qu'on fait à cheval aujourd'hui en France. Donc, on a des disciplines très différentes. Allez-y. On a du CSO, du saut d'obstacle. D'accord. On a du trek, qui était la technique de randonnée caisse de compétition pour ceux pour les néophytes. Oui. On a des Amazones, on a des numéros de liberté. Tir à l'arc. Alors, tir à l'arc, malheureusement, il y a une grosse compétition à Limoges le même week-end. Et du coup, on n'a malheureusement pas eu de tir à l'arc à cheval. D'accord. C'est dommage, je ne désespère pas pour l'édition suivante. On a du théâtre équestre, on a de l'équitation de travail, donc inspiré de l'équitation Camargue, justement. On parlait du tri de bétail tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Équitation western un peu, même si, c'est un petit peu en bordure de tout ce qu'on fait en France. Mais enfin, on pratique quand même en France. Qu'est-ce qu'on a encore des Amazones. Qu'est-ce que j'ai oublié une compétition d'attelage, de maniabilité d'attelage à 4 chevaux. Du horseball. Il y en a des disciplines à cheval. Une compétition qui est inscrite au calendrier officiel de la FFE. Et ça se passe tout ça à Saint-Macaire, dans cette belle région. Saint-Macaire, petite cité médiévale qui est en face de Longmont, en sud Gironde. 22-24 août 2025. Ouais, qui se trouve aussi dans un nœud de randonnée, de chemin de randonnée, j'imagine, ou Alors oui, dire que ce qui est bien, c'est qu'effectivement on a c'est aux confins de l'entre-deux-mers et de ce qui était la Guyenne autrefois, donc c'est une très belle région. Et je suis un petit peu partiale, mais c'est quand même une très jolie région. Et Saint-Macaire est ravissante, c'est un peu un petit Saint-Émilion qui s'ignore, c'est une cité médiévale. Et nous occupons l'ancien lit de la Garonne, qui est vraiment au pied des remparts. Donc on a ce décor naturel de la ville avec le prieuré. C'est très très joli. C'est vraiment un très bel endroit. Très bel endroit entre Garonne et les remparts de la ville. C'est très très chouette. Alexandre Ayache, qui est toujours avec nous, on est dresseur, on le devient, parce que vous, c'est assez tardif finalement. C'est seulement à 17 ans que vous êtes passionné pour le dressage ou un petit peu avant finalement? Non, moi, en fait, j'ai toujours été passionné pour les chevaux. Je suis pas issu d'une famille. Je suis pas issu d'une famille qui y a personne à part moi dans ma famille qui a cette passion. Je suis issu d'une famille très modeste, tout ce qu'il y a de plus normal.
Donc j'étais pas appelé à faire du très haut niveau. Et en fait, comme j'ai toujours été un peu casse-cou, j'ai eu le droit de monter les chevaux qui jetaient les autres par terre au Poney Club, en fait. D'accord. C'est comme ça que je pouvais monter à cheval. Et en fait, il s'avérait qu'à 17 ans, il y a une dame qui avait acheté un très bon Lusitanien, d'ailleurs, à l'époque, mais qui avait beaucoup trop d'énergie pour elle. D'accord. Et c'est comme ça que je suis arrivé au dressage. Incroyable. C'est vrai, c'est un concours de circonstances. Presque par hasard, ouais. Exactement, complètement par hasard. Si elle avait acheté un bon cheval d'obstacle, j'aurais peut-être fait de l'obstacle. Et voilà. Donc on est juste passionné de chevaux avant d'être passionné de dressage. Je suis pas du tout passionné par la compétition. D'accord. Ça va faire hurler le sélectionneur, mais moi, c'est pas la compétition qui me passionne. Moi, ce qui me passionne, c'est de monter mes chevaux, dresser mes chevaux et passer du temps avec mes chevaux. Si demain la compétition s'arrête, je garde mes chevaux et je continue à faire ce que je fais. Mais il faut bien bouffer quand même à un moment donné. Il faut bien que la France brille aussi grâce à vous, Alexandre. Ouais, elle brille avec ou sans moi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est ce qui me passionne, c'est les chevaux avant tout, bien plus que la compétition. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans le dressage ? Finalement, s'il y avait une chose, qu'est-ce qui est le plus exaltant? Parce que c'est quand même très répétitif, c'est quand même très frustrant aussi. Alors, à votre niveau, peut-être moins que, évidemment, dans les premières années. Mais Non, ça va être dur ce que je vais vous dire, mais qu'est-ce qui vous plaît dans votre couple? C'est aussi frustrant et aussi répétitif que ce qu'on fait en dressage. En fait, ce qui me plaît, c'est de réussir à créer un réel dialogue avec mes chevaux. Et à finir par leur faire des choses très compliquées sans que ça se voie. Et alors, là aussi, je vais me faire insulter, mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Moi, ce que j'aime après, une fois que les chevaux font du très haut niveau, c'est de pouvoir enlever un maximum d'artifice et pouvoir leur faire ça sans bride, sans selle, sans éperon, et me rapprocher de plus en plus du côté sans rien, et on y arrive quand même. ouais. C'est mon truc à moi. Après, il y a plein de gens qui le font, mais il y a très peu de cavaliers de haut niveau qui s'y amusent. Et moi, ça me plaît de plus en plus, pour être honnête avec vous. C'est étonnant parce que c'est vrai que c'est des nouvelles tendances, Guillaume Maury. Alors là, le cheval est très libre. Ça fait partie aussi du sujet de fascination et d'interrogation et de clivage entre ceux qui se vantent encore d'une équitation très contenue à l'ancienne, dans les traditions de l'histoire du dressage à la française, etc., ou de l'histoire tout court, parce que je ne pense pas qu'en Allemagne, ce soit très différent à ce niveau-là. Et puis ceux qui sont pour un peu à l'américaine, entre guillemets, la liberté totale. On saute des barres de je ne sais pas combien de mètres sans rien, avec une corde, voilà, enfin des choses. Il y a vraiment deux camps un petit peu comme ça. Oui, alors il y a deux camps. Alors oui, il y a deux camps. Il y a des techniciens qui vont vers la compétition, et puis on voit par l'évolution de la société, par la féminisation, par tout un courant de cavaliers qui veulent finalement de plus en plus de cheval et de moins en moins d'équitation. Et qui veulent de plus en plus avoir une relation avec leur cheval dans lequel justement la relation prime sur l'équitation. Et ça, la féminisation y est pour beaucoup, et elle s'explique depuis les années 90, mais aussi l'éthologie, qui a été un mouvement qui a été porté par les femmes, y compris, et puis aussi tout ce qu'a fait Serge Lecomte pour développer la pratique grâce à l'ouverture des Poney Club, etc. Tout ça fait que, et puis la société elle-même, qui fait que de plus en plus, voilà, on cherche plus de relations que d'équitation. C'est vrai, ça c'est un vrai sujet sociologique. Eh bien écoutez, Le Petit Cheval, Georges Brassens évidemment, les grands classiques, à tout de suite. Georges Brassens sur RCF Radio Notre-Dame. Pourquoi sommes-nous si attachés au cheval et à l'art équestre? Eh bien, on en parle avec mes 4 invités. Un champion de dressage, Alexandre Ayache, un historien du cheval, éditeur et auteur de nombreux ouvrages, dont le petit dernier consacré au grand Baucher. Qui vient de sortir, Catherine Legris de la Salle et Maude, sa fille, Legris de la Salle, qui travaille pour les Cavalcades, ce festival qui aura lieu à Saint-Macaire dans le sud-ouest du 22 au 24 août prochain. Voilà, une belle idée d'escapade estivale, n'est-ce pas, mesdames? Effectivement, nous parlions de l'évolution. C'est quand même assez intéressant aussi au niveau du degré d'attachement que nous entretenons les Français avec les chevaux et l'équitation et les spectacles équestres, évidemment. C'est la relation dont vous parliez, Guillaume Maury, parce que c'est vrai que vous disiez d'une féminisation de la relation, c'est ça, au cheval, qui évolue?
Oui, il y a une féminisation. En 1980, le cavalier moyen, c'est un homme, il a 40 ans. Aujourd'hui, c'est une jeune fille, elle a 16 ans. Donc, donc en fait, en 40 ans, on est passé du militaire au civil, de la campagne à la ville, du sport au loisir, des hommes aux femmes. Et en fait, on a aussi changé de culture. On est passé du respect du cheval à l'amour du cheval. Et ça s'étudie par les sociologues. Et donc, le respect du cheval, c'est que le cheval soit capable de repartir le lendemain à la guerre. Donc, il faut l'entretenir. Ne l'oublions pas, ça. Voilà. Mais l'amour du cheval, le cheval devient un autre moi. Et on s'aperçoit que quand un milieu qui est exclusivement féminin devient exclusivement féminin, eh bien, il se métamorphose, il se transforme. Et parmi les transformations, par exemple, il y a déjà la perte de technicité. Non pas que les femmes soient moins bonnes techniquement, mais le fait de sauter le plus haut, le plus loin, le plus vite, c'est un truc de mec. D'accord. Voilà, voilà. Et on s'aperçoit que lorsque les femmes s'emparent d'un milieu, notamment en lien avec l'animal, elles vont plutôt chercher quelque chose de la relation, du rapport. Voilà. Autre travers, si je puis dire, c'est que souvent, les femmes, et dans les milieux animaux, elles ont tendance à dire moi, tant que je suis avec mon doudou, je veux bien ne pas être payée. Et donc, souvent, les milieux perdent en économie parce qu'elles acceptent de faire, puisqu'elles sont dans leur passion, elles acceptent des choses. Alors déjà, d'un point de vue salaire, on pourrait en discuter parce qu'elles sont souvent payées moins de 30% moins que les hommes. D'accord. Elles n'osent pas revendiquer leur salaire dans les entreprises et tout. Mais en plus, dans le monde animal, elles ont tendance à se dire, mais moi, tant que je suis avec ma passion, ça va. Or non, il faut être payé parce que ça tire l'économie vers le haut. Donc, ça va loin, cette logique. Hein. Oui, et on pourrait se demander du coup, quel est l'avenir de cette féminisation et si cette féminisation est une chance ou peut-être un déclin. En l'occurrence, évidemment, tout est nuancé et sans doute que les femmes vont permettre à l'équitation de passer de cette équitation hyper technique, hyper performante à une équitation plus en relation, notamment et en rapport avec la société. Mais il y a des travers aussi et il faudra bien qu'elle fasse en sorte que c'est vrai que les clubs sont peuplés de, dit-on, de 80, plus de 80% de femmes, quoi. Enfin, de 80% sont les licenciés, 80% sont des filles. Voilà. Et dans l'association, on peine pour avoir des hommes. Ah ouais, Au cavalcade. Pourtant, il y a un côté un mec, quoi, un peu macho, un peu à la portugaise. Essentiellement des femmes. Ah ouais, mais remarquez le dressage, Alexandre Ayache, j'imagine qu'il est quand même... Là aussi, vous diriez quoi? Je veux dire, de haut niveau. Il y a énormément de femmes au départ. Ouais. On les perd un peu de vue quand elles ont 17 à 25 ans. D'accord. Les premiers copains, le doudou, il est plus très important. et après, elles reviennent souvent. D'accord. Mais c'est vrai que de 6 ans à 17 ans, il y a énormément de filles. Il y en a un petit peu moins dans le pourcentage, on va dire 17-25, et après il y a de nouveau énormément de femmes. D'accord. Et au haut niveau Et à haut niveau, on voit beaucoup de femmes quand même. Mais il y a pas mal, c'est pas du 50-50, je pense qu'il y a 60-65% de femmes en tout cas en dressage, et à l'obstacle, c'est peut-être du 50-50 par contre. D'accord. Et est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous rejoignez un petit peu ou pas du tout la logique évoquée par Guillaume Henry, une espèce de logique sociétale, d'observation sociétale de notre rapport au cheval? Je vais être plus dur, moi. Allez-y. Je ne suis pas sûr que ce soit le problème, je ne suis pas sûr que ce soit le rapport au cheval. Moi, je crois que c'est le rapport à la société en général. À l'heure actuelle, les gens n'ont plus envie de chercher à se casser la tête pour faire quelque chose de technique. Ils ont envie de prendre du plaisir tout de suite. Ils ont envie de passer des bons moments. On est plus... La société, excusez-moi du terme, mais c'est plus le nivellement par le bas que par le haut. Et du coup, il est évident que pour effectuer des mouvements de haute école, qu'elles soient pour la compétition ou pour la haute école dans votre jardin, peu importe, ou pour du cirque, ou pour du spectacle, ou pour quoi que ce soit, ça demande énormément d'heures de travail. Bien évidemment. Et le travail à l'heure actuelle, c'est pas ce qui est mis en valeur. Ce qui est mis en valeur à l'heure actuelle dans notre société, c'est plus les bons moments passés et le plaisir pris. Ouais. Donc je crois que c'est plus un problème de société qu'un problème de notre sport en général. En tout cas, c'est un constat. Moi, je le fais plus dans ce sens-là, le constat. Ouais, ça fait toujours penser, je l'ai déjà cité dans cette émission, je crois, sur une autre thématique, j'ai emmené ma fille voir le spectacle de Grus, le dernier là,
quand il s'ouvrait. C'est d'ailleurs magnifique. Je vous invite à aller au Cavalcade, mais également aller voir ce spectacle qui est prodigieux. Et ce que j'aime énormément, c'est tout en fait, c'est l'histoire du père Grus, quoi, du grand Grus, voilà, mis en scène, etc., avec des mises en abîme extraordinaires. Et la valeur travail, quoi, la transmission de la valeur travail de père en fille, de père en fille, de père en fils, etc. Et il y a en haut du chapiteau cette phrase, moi, c'est la première fois que j'allais voir ce cirque, ce spectacle, et il y a écrit, alors je ne sais pas si je le cite vraiment dans le texte, mais l'art équestre, c'est l'art de travailler sans le travail, c'est-à-dire en faisant disparaître le travail, quoi. Je trouve ça tellement magnifique. Et c'est ça, Maud, finalement, vous qui avez quand même passé, et qui passez encore des heures à cheval, on le sait bien, c'est très ingrat quand même. Il y a un côté très ingrat, comme la danse classique. Hein. Il y a des rapprochements d'ailleurs à faire entre... Rapprochez-vous bien de votre micro. C'est ingrat parce qu'on travaille beaucoup et selon les personnes, évidemment, on peine à progresser parfois et qu'on n'arrive pas forcément aux objectifs qu'on s'était fixés parce qu'il y a tellement de facteurs. Le facteur animal déjà qui est énorme puisque notre cheval n'est pas toujours dans la même forme, n'est pas toujours bien luné, il a ses humeurs aussi. Et puis l'objectif étant après des centaines d'heures de travail, de présenter des figures sans que le moindre effort soit visible, c'est extrêmement difficile. Ouais. Et c'est là qu'une fois qu'on a atteint cet objectif, on a aussi atteint un peu le paroxysme de l'équitation, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment de légèreté et d'aisance apparente qui, pour le public, est fascinant et pour le cavalier, grisant. C'est grisant quand on y arrive. Hein. Et après, Guillaume, vous faites oui de la tête. Hein. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, de labeur. Oui, et c'est une particularité française. C'est-à-dire que dès le XVIe siècle, Labroue disait qu'il faut chercher la difficile facilité. La difficile facilité, c'est bien l'impression que ce que l'on voit est tellement simple qu'on pourrait le refaire, alors qu'en fait, pour que ça paraisse aussi naturel, il faut des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Quand on voit la France maintenant, on a du mal à croire que ça vient de chez nous, ça. Je suis méchante. Je suis encore plus dure qu'Alexandre. Non mais attendez. Vous m'avez lancé, Alexandre, c'est terrible. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. La société a réellement changé sur les 80 dernières années et on n'a plus du tout les mêmes recherches. Ouais. Je crois pas que ce soit typique à notre sport. C'est vraiment une évolution de la société et il faut l'accepter. Après, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que disent mes confrères au niveau de la frustration. Moi, j'ai pas l'impression de travailler. Moi, quand je prends un jeune cheval c'est vraiment... j'ai pas ce côté frustration. On est frustré quand on se fixe un objectif qu'on n'arrive pas à atteindre. Moi, le seul objectif que j'ai quand je monte mon cheval, c'est de prendre du plaisir et d'essayer de rentrer, et lui et moi, au box en ayant appris quelque chose aujourd'hui. Même si c'est quelque chose d'infime. Après, c'est sûr que celui qui veut des sensations immédiates et un résultat immédiat, ou en tout cas très rapide, avec un chemin bien défini, il faut qu'il fasse autre chose que de monter à cheval. Nous, on a le point de départ, le point d'arrivée, et alors franchement, le GPS, des fois, il nous fait prendre des routes, c'est du délire. C'est vraiment c'est les chevaux qui décident à la vitesse où ils se dressent, c'est les chevaux qui décident à la vitesse où les choses se passent, en fait. Nous, on décide pas grand-chose. On accepte de prendre les chemins que eux nous font prendre. Et voilà, les frustrations peuvent venir quand justement, quand on veut se fixer des objectifs et un temps imparti pour les réussir. Mais quand on a passé ce cap-là, en tout cas, pour moi, il y a très peu de frustration. Catherine, vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas obligée. Hein. Vous le vivez comment, vous personnellement? Je pense que c'est une question de niveau aussi, parce que évidemment. Je le crains. Hein. Je pense que quand on est encore nous, on est des petites cavalières. Je veux dire, on n'a pas le niveau d'Alexandre, donc. Moi aussi. Pas sûr. Et je pense qu'il y a à nos propres yeux un objectif à atteindre. On est effectivement encore beaucoup trop dans la volonté de progresser, on n'est pas arrivé, je pense, à cette espèce d'équilibre où finalement, on peut laisser un peu les enjeux sous le boisseau et puis se concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Et je pense que ça. Vous trouvez aussi qu'il y a un côté très ingrat ou pas, vous? Moi aussi, je trouve. Je comprends très bien Maud. Je pense que je vis bien plus qu'elle vit que ce que peut vivre Alexandre, ça c'est sûr. Oui. Certainement. Ouais. Et c'est vrai que le spectacle, une fois qu'il est quand on est dans les gradins, on assiste à quelque chose de magique qui nous transporte complètement.
et qui nous divertit, Guillaume, hein, Henri. C'est fou que de savoir, j'ai appris avec vous tout à l'heure, qu'au XVIe siècle déjà, il y avait déjà il y a une magie. Comment ça se fait qu'on soit aussi fasciné et aussi diverti par un cheval avec quelqu'un dessus? Je sais pas, je trouve ça dingue. Je crois qu'on a toujours été fasciné. Il suffit de voir le cheval orne les grottes pariétales. Hein, et donc, depuis toujours, on est fasciné par cet animal qui est à la fois majestueux, libre, souple, fort, à la fois féminin, masculin. Et d'ailleurs, dans tous les siècles, il y a une part d'utilité dans l'usage du cheval, de pouvoir, hein, puisque ça a été aussi un indice de pouvoir, mais il y a aussi une part un peu profonde, inconsciente. Il y a quelque chose qui se joue avec le cheval. Et c'est pas pour rien que les premiers aviateurs, par exemple, ce sont des anciens cavaliers. Dans la guerre, les premiers à monter dans les avions, ce sont des cavaliers parce qu'ils en avaient marre de la boucherie. Donc, ils aimaient leurs chevaux. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on monte dans les avions à gauche. C'est pour ça qu'on parle de l'assiette de l'avion, etc. Non, c'est pas vrai. Mais bien sûr que si. Vous m'apprenez quelque chose. C'est incroyable. Je suis ravi d'être venu, alors. On parle de l'assiette. Non, mais c'est incroyable. C'est vrai, d'accord. C'est vrai. Et donc, tous les cavaliers, toujours, et d'ailleurs sur tous les textes, mais dans la Grèce antique, chez les Romains, dans tous les textes, mythes, toutes les légendes, il y a un rapport au cheval. Il y a quelque chose au cheval qui n'est pas le rapport à l'éléphant, qui est aussi un animal de travail, qui n'est pas le rapport au chameau, qui est aussi un animal qu'on monte, vrai. etc. Le cheval a une souplesse, il y a une sorte de, il y a quelque chose qui nous échappe à cheval et qui nous échappera toujours. Même le cheval le mieux dressé avec le meilleur cavalier, il y a une part d'inconnu, il y a une part de mystère. Et peut-être que c'est aussi ça qui fait tout l'intérêt du truc. Bah oui, évidemment, du truc, comme vous dites, le cheval ailé. Ça, en voyant l'avion, je voyais le cheval ailé, mais c'est vrai que c'est dans la mythologie, c'est partout. En fait, c'est partout. Ces espèces de, vous voyez, le mythe du cheval qui s'envole, qui nous emmène, je ne sais où, dans une espèce de paradis. Enfin bref. Ça vous travaille aussi, cette histoire de... Vous avez un rapport un peu magique au cheval? Oui, complètement. Maud? Ouais. Mais moi, j'ai toujours été fascinée par le cheval en tant que bête, avec ce corps, ses harmonies, et puis, à force d'observer le cheval, je finis par... j'en ai tellement vu que ça finit par être aussi familier qu'un corps humain, en fait, pour moi. Incroyable. Ça me parle autant qu'un corps humain. Et je pense que je serai toujours fascinée par la façon dont... par la locomotion, par les muscles, par l'anatomie, la façon dont un cheval se déplace, ses allures, que ce soit naturel, au naturel ou bien au travail. Et c'est ça aussi qui est m'aimante, qui me motive aussi à aller travailler avec cette bête-là pour essayer de rentrer un peu dans cette bulle-là, de rentrer dans le cheval et par le contact physique, en fait, de finir... vraiment en fusion avec cet animal. Et j'espère que j'aurai toujours l'occasion de progresser dans ce rapport-là. Et c'est vrai que quand on observe les chevaux de course, par exemple, vous parliez il y a un côté féminin, il y a un petit côté masculin, il y a les deux. Et j'ai eu la chance d'aller voir... c'est vrai qu'on ne voit pas tout... Je passe pas ma vie dans les hippodromes, peut-être vous, oui. Mais c'est vrai que les chevaux sont très différents. Par exemple, des CSO, des complets, du cheval traditionnel que l'on voit dans les compètes à la française et tout ça, dans les centres équestres, etc. Et là, c'est un autre animal, Guillaume. Hein. Ils ont des jambes, ils sont tout fins, ils sont graciles. Vous parlez des courses, des chevaux de course. Oui, bien sûr. C'est un autre animal, en fait. Oui, parce qu'on a des chevaux adaptés à chaque usage, des montes adaptées à chaque usage. On dirait des mannequins un petit peu, je trouve. Mais dans tous les cas, comme le dit très bien Maud, c'est un corps à corps, on pourrait même dire un corps en corps, parce que vous parliez de danse tout à l'heure, et quelque part, c'est peut-être aussi ça qui nous fascine dans le spectacle, c'est que ça reste une danse dont on voit rien. On voit pas les aides, on a l'impression que c'est qu'il y a une harmonie complète et c'est depuis toujours comme ça. et c'est depuis longtemps comme ça, oui, c'est sûr. Non, mais que la personne est née sur le cheval en étant déjà dans un grand écart, avec une jambe, un bras, vous ne savez pas trop comment elle tient, mais voilà, elle tient au galop. Là, je pense à la voltige, évidemment, et au cirque, mais comme une figure de dressage de haute école, on a l'impression que ça a toujours été aussi simple, quoi. Mais en fait, c'est effectivement tellement de travail. Mais je suis quand même très surprise qu'Alexandre ne soit jamais frustré. Ça je n'arrive pas à comprendre. Non, c'est pas ce que je dis. Mais j'ai la chance d'avoir beaucoup de chevaux, de monter beaucoup de chevaux par jour. Ouais. Et la frustration, elle est quand on se fixe un objectif sur un temps, à mes yeux. Quand on se fixe un objectif sur un temps imparti, on peut pas demander à un jeune cheval ce qu'on demande à un cheval abouti.
Et plus on en dresse, plus on connaît les risques du chemin et les complications qu'on peut y avoir en cours de route. Et du coup, on accepte que les choses prennent du temps. Ouais. Si on veut à un moment pouvoir poser n'importe qui, je dis bien n'importe qui, sur nos chevaux de Grand Prix de haut niveau, et que la personne puisse dérouler, il faut que le dialogue passe parfaitement. Et c'est ce qui se passe avec mes chevaux. Je peux poser à l'heure actuelle n'importe qui sur mes chevaux, ils vont réussir à les utiliser facilement, parce que les chevaux connaissent très bien le dialogue est très établi. Donc et c'est comme avec un enfant, comme avec n'importe quel être vivant, pour établir un dialogue parfaitement, ça prend du temps. Donc après, c'est où est-ce qu'on met le rapport au cheval par rapport au reste. Et la frustration, non, moi je prends beaucoup de plaisir à passer beaucoup de temps avec mes chevaux, justement pour que ce rapport soit le plus clair et le plus limpide possible entre lui et moi. Et c'est aussi certainement pour ça que je prends de plus en plus de plaisir à de temps en temps enlever la bride, de temps en temps enlever la selle, et de voir ce que je suis capable de faire. Exactement. Mais sinon, non, après c'est pareil, hein, la frustration c'est assez, c'est humain, c'est normal, mais chacun la voit et l'apprend d'une certaine manière. Peut-être faut-il une grande humilité au fond. C'est un peu ce que vous êtes en train de dire, de ne pas s'attendre. Parce que voilà, dans les objectifs. Mais ça n'est que ça. Ça n'est que ça. Je veux dire, à un moment, on parle des cavaliers, mais on n'est rien du tout. Nous, on est des piétons, sans faux. Il y a un moment. 500 kilos. Ben non, mais c'est la stricte vérité. Quand je sors des jeux, qu'on me dit alors ça s'est bien passé. Ben oui, c'est bien passé parce que j'ai un cheval exceptionnel entre les jambes. Je veux dire, demain, j'ai pas cette jument-là, moi je suis pas là. Donc ça n'est que ça. Voilà, ça n'est que ça. C'est de l'humilité, de la remise en question journalière et d'accepter que ceux qui mènent la danse, c'est eux et que nous, on essaye de danser avec eux. Magnifique. On dirait le nom d'un poème, Horse with no name. C'est en tout cas l'air d'America, tout de suite sur RCF. Notre invité, Alexandre Ayache, Guillaume Henry, Catherine Legris de la Salle et Maude, sa fille, Maude Legris de la Salle. Effectivement, on parle de spectacle que propose Catherine Legris de la Salle, donc à savoir les cavalcades. Si vous connaissez un petit peu cette tradition portugaise, la feira des Golega, où chacun, alors transformé en mode Catherine et mode en mode à la française, les cavalcades où chacun vient avec son cheval et donc pérégrine, voilà, s'habille. Donc j'imagine qu'il y a un accoutrement particulier aussi, Catherine. Pour la première année, c'est un polo. D'accord. Avec un bas uni et foncé. Mais on est en train de créer une tenue cavalcade pour les futures éditions. Donc on a créé la tenue de madame, pas encore de monsieur. Et on est obligé d'avoir un cheval pour venir d'ailleurs, j'y pense. Alors pas du tout. On vient à pied ou à cheval au cavalcade. Non, mais quand on veut venir à cheval, est-ce qu'on peut par exemple... Oui, on ne peut pas en louer sur place, pas encore. Ah, dommage. Plus tard, mais cette année... Je viendrai ce jour-là. À défaut d'avoir un cheval... Voilà, mais en tout cas, c'est heureux d'avoir des événements comme ça, et surtout l'été où justement il est temps, donc et donc il faut s'inscrire évidemment. Il faut s'inscrire sur le festival-lescavalcades.fr, tout à fait. N'hésitez pas. Et je rappelle évidemment la méthode de François Baucher, mise à l'honneur par notre ami Guillaume Henry et illustrée par Marie-Lina Oussedik, qui est vraiment une grande illustratrice et une sculptrice aussi. Je ne sais pas si on dit sculptrice ou sculpteur, mais enfin bon, on va dire sculptrice. Allez, j'ai envie aujourd'hui comme ça. Et qui rend hommage divinement vraiment à l'art équestre et au cheval en particulier, ainsi qu'au cavalier, avec toutes les attitudes comme ça qui sont dessinées de façon... voilà, magique, artistique, avec un grand A majuscule. Merci en tout cas Guillaume Henry de nous venir avec ce petit dernier, si je peux dire, hein, vous qui êtes toujours historien du cheval et éditeur. Et puis Alexandre Ayache, qui est grand champion cavalier de dressage de haut niveau et qui aime ses chevaux, qui n'est que rarement frustré puisqu'il ne se fixe jamais d'objectif et qui invite à l'humilité. C'est vrai que c'est une école de vie, on le dit assez souvent quand on entend des spécialistes, Guillaume et les amis ici autour de cette table. Voilà, on a parlé d'humilité, on a parlé de travail, on a parlé de plaisir aussi, mais c'est vrai que c'est une école de vie, on peut le dire encore aujourd'hui, que c'est une véritable école de vie et de se comporter, on dit que c'est un truc très individuel, mais déjà, il faut penser à son cheval, donc c'est pas si individuel que ça, finalement, l'équitation. Non, puis comme le disait très bien Alexandre, c'est le cheval qui propose le chemin, hein, donc quelque part. Donc c'est-à-dire qu'on sait où on va, on sait d'où on vient, on sait d'où on part et on sait où on va, et puis le chemin, au milieu,
Voilà, c'est pas toujours ce qu'on a décidé. Voilà, hein. il faut être ouvert, réceptif. On peut pas justement décider ce qui se passe. Parfois, on se casse la gueule aussi. hein. Parfois, on se casse la gueule. Parfois, voilà. Et puis, il faut se maîtriser. C'est ce qu'on apprenait aux rois au XVIIe et au XVIIIe siècle, c'est-à-dire d'abord à se gouverner pour pouvoir gouverner l'autre. En effet. Donc, c'est aussi une école de maîtrise de soi, de contrôle Maîtrise de de soi. soi, de placement de son corps. Ouais. Et, Et j'avais lu récemment, parce que évidemment, il fleurit des tas d'écoles de dressage et autres visions des chevaux et de l'équitation sur les réseaux sociaux, comme vous le savez. Et il y avait un conseil d'une dresseuse, je ne sais plus son nom, qui disait quand on est en danger à cheval, donc quand le cheval commence à s'inquiéter, à s'emballer un peu, à s'embarquer dans un drôle de truc, il faut toujours penser à la direction. En fait, il faut contrôler, il faut prendre sur soi. Elle disait, la première chose à faire, alors on est paniqué, etc. Ouh, sous le casque, ça part en vrille. Mais il faut toujours garder en tête la direction. Je trouvais ça hyper intéressant. Est-ce que c'est vrai, Alexandre Ayache, notre champion? C'est vrai. Alors le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on laisse beaucoup la parole à des gens qui s'improvisent spécialistes. On est d'accord. Et ça, je crois que c'est ce qui fait le plus de mal à notre discipline à l'heure actuelle. Parce qu'il y a tout un tas de personnes qui racontent tout un tas de choses. Je ne dis pas que cette dame le fait pas, hein, mais il y a tout un tas de personnes qui racontent un tas de choses sans même le savoir. Et il y a des gens assez crédules pour pouvoir les écouter. Donc le problème des réseaux sociaux... Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je dis. Non, après, dans ce qu'elle dit, elle a raison. D'abord, faire attention à la direction pour se mettre en sécurité, idéalement sur un cercle, et ensuite le cheval va finir par se calmer. Donc ça, dans ce qu'elle dit, elle a totalement raison. Mais le problème qu'on a, et il y a beaucoup de gens qui divisent et qui prennent un malin plaisir pour exister sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas de réelle vie. Hein. Ces gens-là, quand on regarde ce qu'ils ont réussi ou ce qu'ils ont fait, il n'y a pas grand-chose. Pour se créer une vie, ils créent le buzz sur les réseaux sociaux en racontant tout un tas de trucs et en essayant de faire croire tout un tas de trucs. Et c'est ça, ça par contre, je le trouve assez triste pour notre sport. D'accord. Parce que voilà, c'est pas ça qui va servir notre sport. Moi, je crois qu'on est beaucoup plus proche que ce qu'on imagine tous des uns des autres. Le problème, c'est qu'il y a très peu de dialogue et il y a beaucoup d'attaques de tous les côtés, qui fait qu'à un moment, il y a toutes ces écoles qui fleurissent à droite, à gauche. La réalité, c'est que les chevaux, ils fonctionnent tous de la même manière. On a tous une jambe à droite, une jambe à gauche, et quand on tire à droite, ça tourne à droite, tire à gauche, ça tourne à gauche. Mais ça, c'est la réalité des choses. Après, c'est la différence entre un chef étoilé et moi, par exemple. C'est que c'est l'assaisonnement, la manière de cuire et la manière de faire les choses. Mais l'équitation, elle est escalée depuis des millénaires. Des gens qui ont dressé des chevaux au mouvement de haute école ou qui ont sauté des très grosses barres, il y en a eu il y a déjà plusieurs centaines d'années. Donc on n'a rien inventé. Maintenant, ça serait bien pour notre discipline et pour notre sport et surtout pour les êtres qu'on aime le plus, hein, qui sont nos chevaux, que les gens discutent un peu plus et qu'on se rassemble tous un petit peu plus autour de ce qu'on fait plutôt que de juger les uns. Et c'est là, je me permets de le dire, Alexandre Ayache, merci de le préciser, parce que c'est la réalité des choses. Vous nous l'apprenez, mais c'est intéressant d'explorer tous ces sujets-là. Et c'est vrai que les spectacles, je trouve que ça nous rassemble dans un spectacle équestre. Il y a toutes sortes, même au cirque, hein, encore une fois, quand on va voir Bartabas, quand on va voir Grus, quand on va voir les cavalcades, quand on va dans n'importe quel spectacle équestre, ça rassemble toute une série de personnes qui n'ont rien à faire ensemble, en fait, mais qui, il n'y a pas que des passionnés qui vont là, oui, la méthode, il a utilisé sa reine, on s'en fiche complètement. On est là, on est avec Guillaume Henry, j'imagine que vous voyez un spectacle comme nous, on voit un spectacle, enfin, j'espère. Oui, bien sûr. Je m'émerveille. Clairement. Et c'est ça, ça nous rassemble, c'est ça que je veux dire. Oui. Vous avez clairement tout dit, et c'est un peu ce qui s'est passé à Versailles cet été. Pendant les épreuves, que ce soit de dressage, d'obstacles ou de complet, où il y a eu beaucoup de gens de tous horizons qui sont venus, et c'est pour ça que ça a pris de la manière dont ça a pris pour avoir fait les 2 derniers jeux. Bon, Tokyo c'était très spécial, il y avait le Covid, mais à Rio il n'y avait pas un dixième de spectateurs de ce qu'on a eu à Paris. Donc il est clair que le spectacle en général rassemble les gens et la compétition, en tout cas le dressage, se dirige de plus en plus vers ça, de plus en plus vers le bien-être du cheval, le côté spectacle plus que. Alors on garde intéressant, d'accord. Oui, de plus en plus. Si vous regardez, le bien-être du cheval, il est mis au centre du sujet depuis de nombreuses années, contrairement à ce que certains disent. Et on va de plus en plus vers le spectacle, de plus en plus. De toute façon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je crois qu'on arrive à un stade où la société veut ça.
C'est pas que c'est la société qui prend ce tournant-là. Elle en a besoin même. Oui, clairement. Et puis soit le sport arrive à s'adapter à ce que la société demande, soit le sport meurt. Tout simplement. Donc à un moment, si le dressage de haut niveau veut rester ce qu'il est et garder la place qu'il a, il faut que, triste réalité, il faut que les télés puissent vendre de l'audimat pour que le dressage reste aux Jeux Olympiques, par exemple. Parce que c'est la triste réalité des choses. Donc, je pense qu'on... Ouais, allez-y. Non, je pense que réellement, pour fréquenter beaucoup de monde et avoir plein de copains qui font du spectacle et des très beaux spectacles, hein, que ce soit Jordi Amposta, que ce soit tout un tas de très 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 bons artistes à mes yeux, on cherche tous la même chose. On cherche tous la même chose, à chacun dans son coin, avec ses méthodes et avec son feeling, avec son temps, avec sa passion, mais on cherche tous la même chose. Tous. Ouais, Catherine, vous aviez des étoiles dans les yeux quand même. Non, ça fait tout à fait écho à ce que je ressens et à ce que je vois aussi. Je pense que effectivement, faut que ça génère de l'émotion en fait. Les gens ils viennent chercher de l'émotion. On l'a même pas dit. Et on parlait, c'est vrai, ça, c'est vraiment le mot qui me revenait. C'est de l'émotion. On parlait aussi avec Guillaume tout à l'heure. Je crois qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de la danse. L'équitation, et quand elle atteint ce niveau-là, ou dans le spectacle, ou dans le niveau que peut pratiquer Alexandre en dressage, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la danse. Ouais. Et c'est peut-être justement la conjonction de ces deux arts, qui sont la danse et l'équitation, qui fascinent les gens, je pense, vraiment. Et est-ce que je viens chercher les gens dans des spectacles, dans toutes sortes de représentation équestre. Et vu l'état de notre société en ce moment, c'est vrai qu'on en a besoin de rêve. En fait, on a tellement besoin de ça. C'est incroyable. On n'a jamais eu autant besoin. Guillaume Maurice, c'est une bonne nouvelle tout ça. C'est une très bonne nouvelle. Tous à Saint-Macaire. Tous à Saint-Macaire. Et surtout dans les librairies pour acheter votre livre, qui est un hommage à François Baucher. Je le rappelle, L'homme, la méthode, avec Marine Oussedik. Merci beaucoup les amis. Merci Maud et Catherine. Merci à vous. Donc, le spectacle du 22 au 24 à Saint-Macaire, donc les cavalcades effectivement. Et puis merci Alexandre Ayache. C'est quoi la prochaine échéance La prochaine échéance, je prends la route dans une demi-heure pour partir au championnat de France. Eh bien, écoutez, bonne chance, cher Alexandre. Vous et vos chevaux, bien évidemment. Merci à vous et puis vive les chevaux. Et vive les chevaux. Voilà, j'allais pas dire la fameuse devise, mais en tout cas le cœur y est. Et surtout, vive les spectacles équestres qui les met à l'honneur en tous les sens du terme. Merci les amis. Merci à vous. Merci à vous.